Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première fois chez Ophi Invest AM, qui est issu depuis le 1er janvier de cette année de la fusion de Abeille AM et d'Ophi AM. Aujourd'hui, nous allons, après un bref passage sur 2022, vous proposer notre perspective, nos vues pour l'année 2023. Dans cette séquence, j'aurai la joie d'abord d'interviewer Ombretta Signori, qui est en charge de la macroéconomie et de la stratégie chez Ophi Invest AM. Puis ensuite, un point spécifique sur le marché obligataire avec Geoffroy Lenoir et un point spécifique sur les actions avec Éric Turgeman, tous les deux co-dirigeants de l'ensemble de la gestion OPC chez Ophi Invest AM. Enfin, ce tour d'horizon ne serait pas complet sans une interview de Jean-Marie Mercadal, le directeur général de notre filiale à Hong Kong, Synsicap AM. Puis nous conclurons par le portefeuille qui nous paraît pouvoir traverser 2023. Alors, 2022 a été une année atypique à plein de points de vue. Je crois qu'on peut tirer 4 grandes leçons de choses qui sont apparues en 2022, mais qui devraient continuer d'être là en 2023. Tout d'abord, et tristement, du point de vue géopolitique, la paix en Europe s'est sans doute disparue pour un certain temps, notamment avec notre grand voisin, la Russie, et les répercussions que ça peut avoir. Par voie de conséquence, l'énergie abondante et à un prix peu cher devrait continuer d'alimenter les inquiétudes sur différents fronts en 2023. Enfin, l'inflation, qu'on a vu réapparaître pour la première fois depuis plusieurs décennies en Europe, mais également dans le monde, devrait continuer d'alimenter les inquiétudes sur la partie de 2023. Et dernier point, je dirais que l'argent gratuit, l'argent à taux négatif et assez illimité et abondant, semble refléter une période qui est d'ores et déjà derrière nous. Alors, pour faire maintenant un petit peu le point sur 2023 et se poser la question sur les fondamentaux économiques, je me tourne vers toi, Ombretta, bonjour. Bonjour. Compte tenu de tout ce que je viens de dire, comment est-ce que tu vois un peu la croissance au niveau mondial sur 2023 ? Le 2023 sera normalement le creux de la croissance mondiale, car les conséquences de la flambée inflationniste et du resserrement monétaire en 2022 devraient encore peser sur la plupart des pays développés qui sont déjà rentrés en récession ou devraient rentrer en récession. En revanche, il y a des signaux encourageants, notamment en zone euro, où toutes les données récentes témoignent de la résilience plus forte qu'attendue de la macro face au choc énergétique. Deuxième facteur, la réouverture chinoise, qui, d'après nous, devrait être un thème porteur, au moins sur la première partie de l'année, qui devrait en partie compenser la faiblesse des autres pays développés. Donc, une des variables clés pour les marchés reste à timer si et quand il y aura la récession aux États-Unis. Eh bien, pour nous, le scénario central reste encore celui d'une récession, compte tenu du délai de transmission de la politique monétaire sur l'économie réelle. Ouais, on sait que ça peut prendre du temps, surtout si l'inflation vient jouer les perturbateurs. Qu'est-ce que va faire cette inflation en 2023 ? Bien, selon nous, l'inflation devrait se modérer par rapport à 2023, notamment grâce aux effets de base favorables des prix énergétiques. Mais globalement, l'inflation restera élevée. On sait que la convergence vers le 2% sera longue. Il faudra certainement plus qu'une année. Surtout en prenant en compte qu'il y a des effets structurels qui viennent de la transition énergétique qui tendanciellement pourront peser à la hausse sur l'inflation. Et plus spécifiquement en zone euro, les risques sur l'inflation restent élevés puisque l'enjeu demeure sous l'inflation sous-jacente et notamment l'inflation des services qui, elle, est la composante moins volatile et plus persistante, plus rigide du panier des prix à la consommation qu'on voit encore augmenter dans les prochains trimestres. Et donc, c'est cette variable-là qui sera la variable économique que les banques centrales vont monitorer, en particulier la Banque centrale européenne, puisque c'est la composante plus liée aux dynamiques salariales et au marché du travail. C'est pour cette raison que nous pensons que le travail des banques centrales, globalement, il n'est pas terminé. Certainement, le resserrement monétaire, la plupart a eu lieu l'année dernière, mais en termes de hausse des taux directeurs et normalisation des bilans, il y a encore du chemin à faire. Donc, on voit par exemple la Réserve fédérale arriver proche de son taux terminal à 5 ou 5,25. En revanche, en zone euro, on voit encore une augmentation significative des taux directeurs.
donc avec un taux de dépôt au minima 3% et plutôt converger vers le 3,5%. Et y rester pendant un certain temps. Merci Ombretta. C'est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales ont annoncé déployer un schéma de remontée des taux directeurs. On peut s'interroger d'ailleurs sur le fait que sur la partie longue des courbes, en fait, les marchés semblent anticiper assez rapidement une redécrue de ces taux directeurs. Et comme vient de le dire Ombretta, les banques centrales, dans notre scénario central, devraient probablement monter sur les niveaux évoqués et sans doute attendre un certain temps afin d'être certain que le diable inflation rentre bien dans sa boîte avant de commencer à rebaisser les taux. Donc peut-être des marchés de taux qui, dans un premier temps, ont peut-être un peu anticipé la réaction des banques centrales sur la deuxième partie de l'année, ce qui nous pousse sans doute à voir des taux d'intérêt qui devraient être peut-être un peu plus élevés dans un premier temps avant de reconverger vers des niveaux peut-être très légèrement supérieurs de ceux qu'on a aujourd'hui sur la deuxième partie de l'année. Mais pour creuser ce sujet, je passe maintenant la parole à Geoffroy Lenoir, qui va nous détailler un petit peu ce qu'il faut dans ce contexte-là penser du marché obligataire. Alors pour cette année, en termes de perspective, c'est vrai qu'on a, comme l'a dit Ombretta tout à l'heure, des banques centrales qui doivent finir leur resserrement monétaire, avec une réserve fédérale américaine qui va aller peut-être vers les 5,25. On a des taux américains qui tournent autour des 3,50 aujourd'hui. D'ici la fin d'année, on voit les taux légèrement plus élevés, mais pas forcément fondamentalement plus hauts, puisque le tour de vis, on va dire, devrait s'arrêter au cours de l'année. Par contre, à très court terme, on pense que les taux devraient remonter légèrement, puisque le marché anticipe aujourd'hui le fait que les banques centrales vont rebaisser les taux d'ici la fin de l'année, que ce soit la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne. Donc côté États-Unis, des taux légèrement plus élevés. C'est à peu près le même constat qu'on peut faire sur la zone euro, avec une banque centrale européenne qui devrait aller peut-être un peu plus loin, comme ça a été dit, mais qui va aussi s'arrêter, avec des chiffres d'inflation qui vont refluer, et une croissance qui devrait se tenir, même si on va peut-être avoir une récession et un soft landing, comme on l'appelle, on aura des taux qui vont, selon nous, à très court terme remonter, et par contre, d'ici fin d'année, les taux devraient rester à peu près sur les niveaux actuels, légèrement au-dessus. Dans ce contexte-là, il faut bien avoir en tête que l'inflation doit vraiment refluer. Ça ne veut pas dire que les points morts d'inflation, et notamment les break-even, vont baisser fortement. Pour nous, les points morts d'inflation vont rester sur des niveaux autour des 2%, et il y aura toujours cette thématique-là qui va rester dans le marché et qui va diriger les taux directeurs et les taux nominaux également. Ce qui permet en plus de pouvoir encaisser le portage de l'inflation constatée sur le marché de l'inflation. Du coup, on a parlé des obligations souveraines, sur le marché du crédit, alors peut-être le crédit des pays périphériques zone euro ou le crédit investment grade ou high yield. Oui, alors on peut faire un lien sur les spreads, que ce soit les spreads périphériques ou le crédit. Sur les spreads périphériques, il y a un indicateur qu'on regarde souvent, c'est le spread Italie contre Allemagne. Alors on a des spreads, une marge qui s'est resserrée fortement entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien, notamment parce que la situation politique en Europe c'est plutôt détendu. Alors, on ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine, mais en tout cas, sur le côté paysage politique, on n'a pas d'élection cette année à attendre. Donc ça, c'est un point important. On a un gouvernement italien qui vient d'être nommé et qui joue plutôt le jeu de l'Union européenne. Et on a des spreads qui se sont vraiment beaucoup resserrés. Alors, sur ces niveaux de spread-là, il faut être prudent, puisqu'on pourra très bien avoir un peu de volatilité et des spreads qui s'écartent au cours de l'année, mais sans pour autant aller sur des niveaux de stress pour nous qui ont pu arriver au cours des précédentes années. Donc ça, c'est pour les spreads de taux souverains. C'est un peu le même constat sur les spreads de crédit. Il faut être prudent à court terme, puisqu'on a eu un très beau rallye depuis le début de l'année. Nous étions longs sur les obligations d'entreprise, notamment de haute qualité de crédit, voire sur le haut rendement, le high yield. Et pour nous, on a eu un très beau mouvement. On reste sur des taux de portage très intéressants, mais il faut être un peu plus prudent. Il faut être plus sélectif et par contre, aller sur des maturités un peu plus courtes, notamment sur l'IG et le high yield, tout en ayant en tête que d'ici la fin de l'année, on pourra bénéficier de ce portage très attractif. D'accord. Merci beaucoup Geoffroy. Alors Eric, côté marché action, on a eu un départ en fanfare. Est-ce que ça va continuer comme ça toute l'année? Est-ce qu'on est parti pour une année à 3 chiffres? On a eu surtout une fin d'année en fanfare et puis un début d'année aussi très favorable. Alors il y a 3 questions à se poser. La première, c'est est-ce que ce parcours formidable depuis 3-4 mois a été indu? La réponse est non, et je vais expliquer pourquoi. La deuxième question, est-ce qu'on va continuer à ce rythme à court terme? La réponse est non aussi, et je vais expliquer pourquoi. Et la troisième question, est-ce que ça remet en cause fondamentalement nos perspectives pour l'année?
Et la réponse est aussi non, et je vais expliquer pourquoi. Alors pourquoi on a eu ce parcours? Parce que les actions, finalement, ça s'évalue à partir des bénéfices et des taux d'intérêt, qu'après avoir eu énormément de volatilité sur les taux d'intérêt, on l'a dit, on est revenu à des niveaux beaucoup plus raisonnables, que les bénéfices terminent l'année 2022 au plus haut historique, faut avoir ça en tête, malgré l'inflation, malgré l'Ukraine, malgré la hausse de l'énergie, et qu'à la fin, les marchés actions se valorisent par rapport à des taux, par rapport à des bénéfices. Et c'est pour ça qu'ils sont à ce niveau-là. Alors, pourquoi, je disais, ça ne peut pas continuer à ce rythme? J'ai écouté religieusement Ombretta et Geoffroy à l'instant, et on a compris qu'on allait assister sans doute à une volatilité, en tout cas à court terme, sur les taux d'intérêt. On pourrait avoir une petite tension sur les taux. Et puis, on va avoir aussi des révisions de croissance, de la croissance économique mondiale. Et qui dit révision de la croissance économique, dit révision normalement à la baisse des profits. Donc, on pourrait avoir à la fois une tension sur les taux et une révision en baisse des profits, ce qui va sans doute amener de la volatilité. Et on pourrait, dans les semaines qui viennent, assister à une petite consolidation. Troisième question, est-ce que ça remet en cause nos objectifs de fin d'année? Non. Pourquoi? Parce que à partir du deuxième semestre, on va commencer à se pencher vers la croissance 2024. Et là, on voit bien, comme lui disait Ombretta, que c'est en 2023 qu'on aura ce creux. Et on va commencer à regarder plus loin, avec une croissance qui va donc repartir en 2024, avec des taux d'intérêt qui se seront peut-être un peu tendus, mais qui finalement qui ne sont pas prohibitifs pour les marchés actions. Il faut savoir que les marchés actions, historiquement, ils se valorisent très bien quand les taux d'intérêt sont entre 2-3%. Et puisqu'on parlait de break-even, quand les anticipations d'inflation sont entre 2 et 3%, c'est là que les multiples de valorisation sont le plus élevés. Voilà pourquoi, en dynamique, sans doute une phase un peu de prudence à avoir, mais ça ne remet pas en cause l'année, enfin nos prévisions pour l'année entière. D'accord, donc au global, une année plutôt positive, même si... peut-être avec des à-coups. Ouais. Des à-coups et de meilleurs points d'entrée dans un horizon court. Est-ce que là-dedans, on distingue différentes phases d'avancement entre les différentes zones action? Alors, en général, on commence toujours l'année en disant l'Europe est moins chère, elle devrait rattraper les États-Unis, et ça fait 15 ans qu'on dit ça. Bon, enfin, ça a été valable l'année dernière quand même. Alors, quid de cette année? À court terme, si on a un peu de volatilité, un peu de nervosité sur les marchés actions, il est possible que les États-Unis encaissent plus facilement, d'abord parce qu'ils ont un parcours beaucoup moins flatteur que les marchés européens. Donc, on pourra avoir des marchés européens un peu plus heurtés que les marchés américains. Maintenant, à l'échéance d'un an, il faut savoir que, encore une fois, on va regarder vers 2024 avec une croissance qui sans doute repartira, et les valeurs cycliques sont plus présentes dans les indices européens et devraient bénéficier donc d'une inquiétude un peu moins forte sur la croissance. Donc finalement, à la fin, sans doute des marchés américains, européens, à peu près évoluant à peu près au même rythme, mais ça c'est sur l'année. Mais s'il y a consolidation, elle sera peut-être un peu plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Merci beaucoup, Eric. Alors, comme je le disais en introduction, pour compléter le tour de ces vues sur 2023, nous avons fait ce matin un duplex avec Jean-Marie Mercadal en direct de Hong Kong depuis notre filiale Synsicap AM. Bonjour à tous. Eh bien, les perspectives 2023 s'annoncent plutôt favorablement pour la Chine et les pays émergents. Pourquoi? Parce que les pays émergents et la Chine en premier lieu sont à contre-cycle aujourd'hui par rapport aux pays occidentaux qui sont plutôt en phase de ralentissement, alors que la Chine, elle, va réaccélérer et réaccélérer peut-être très rapidement suite à l'abandon de la politique zéro Covid et plus généralement un virage à 180 degrés de la politique qui avait été menée jusqu'à présent. Alors, l'objectif par le gouvernement est de 5% de croissance cette année. Il y a des chances qu'on fasse un peu mieux si on regarde les premiers indicateurs de mobilité, justement, dans cette période du Nouvel An chinois, eh bien, ils sont extrêmement virulents. Il se dit que 900 millions de Chinois auraient déjà contracté le virus, si bien que par rapport aux 1,4 milliard de personnes de la population, l'immunité collective sera bientôt atteinte et donc on va repartir très franchement. Et puis surtout, le gouvernement va prendre des mesures de relance. Il y a un plan d'investissement dans les infrastructures qui devrait être annoncé au mois de mars. Et puis le discours vis-à-vis des chefs d'entreprise a complètement changé. Le Parti communiste souhaite asseoir sa crédibilité justement par une croissance
réaffirmé et donc le discours vis-à-vis des chefs d'entreprise se veut maintenant beaucoup plus positif et il se dit que l'entrepreneur Jack Ma, qui vivait à l'étranger, hein, le fondateur d'Alibaba, eh ben, serait invité à revenir en Chine pour réactiver, je dirais, des missions d'entrepreneuriat. Et puis le secteur immobilier est lui aussi également soutenu. Les règles, les fameuses 3 lignes rouges sont assouplies, si bien que, bah, aujourd'hui, la croissance de 6 n'est plus un objectif tout à fait, qui semble inatteignable, au contraire. Alors la bourse a déjà tenu compte, de ce paramètre, hein. Les actions chinoises ont repris pratiquement 50 depuis les plus bas, du mois d'octobre, mais il faut dire qu'elles étaient clairement sous-valorisées et donc on vient peut-être de finir une première phase de rattrapage. Peut-être, on aura une phase de consolidation, dans les prochaines semaines ou mois qui donnera l'occasion peut-être de à nouveau renforcer les positions parce que dans la deuxième partie de l'année, on verra des révisions à la hausse des bénéfices alors que les valorisations d'ensemble autour de 11,5 de PER pour l'ensemble de la bourse restent encore raisonnables en absolu et en comparaison des autres marchés internationaux. Cette accélération du marché chinois va bénéficier à l'ensemble de la zone asiatique et elle pourrait bénéficier également aux pays émergents exportateurs de matières premières, notamment en Amérique latine, si bien que l'ensemble de ces pays émergents, en tout cas sur les actions, devrait être assez bien corrélé avec cette reprise du marché chinois que l'on attend. En ce qui concerne la dette, mais il y a des éléments positifs aussi, puisque l'inflation, rebaisse, de façon assez significative dans certains pays émergents qui étaient en avance de cycle dans la phase de durcissement, monétaire et le fait que, le dollar ait arrêté de monter, en anticipation d'une stabilisation des taux américains bientôt, et bien ça desserre la pression sur les devises émergentes alors que les rendements, absolus et relatifs sont là aussi encore intéressants. Donc, les flux devraient revenir vers les obligations également et les flux sur l'ensemble des pays émergents devraient revenir. N'oublions pas que les investisseurs ces dernières années étaient très sous-pondérés, actions chinoises, actions émergentes. Donc dans l'ensemble, plutôt des perspectives assez positives à notre avis pour cette année 2023. Donc, vous l'aurez compris, une année 2023 qui, si à son terme, devrait voir des performances des actifs risqués tout à fait appréciables et des taux se normaliser progressivement avec la disparition des inquiétudes liées à la réduction de l'inflation comme à la reprise de la croissance, un environnement un peu incertain dans les mois qui viennent, donc l'ensemble de ces points ne sont pas tout à fait levés face à des marchés qui ont peut-être un petit peu trop rapidement intégrer des issues favorables et sans heurts sur l'ensemble des sujets que nous avons évoqués. Donc au global, dans nos portefeuilles, nous maintenons nos investissements actions sur l'horizon de la fin de l'année, peut-être un peu de prudence et de défensivité en attendant de pouvoir se ressensibiliser sur une correction à venir. Côté taux d'intérêt, Geoffroy l'a évoqué, un peu de sous-pondération sans doute à court terme, en attendant de la normalisation sur cette courbe de taux d'intérêt, ce qui nous permettra non seulement de racheter un peu de taux d'intérêt souverain, mais également du crédit et du haut rendement, même si sur ces deux classes d'actifs, je dirais que le portage, le coupon reçu est suffisamment intéressant pour en conserver une bonne part en portefeuille, peut-être même d'ailleurs face à un peu de prudence sur le côté action. Ne pas oublier non plus, bien évidemment, comme vous l'avez vu avec Jean-Marie, une vue assez constructive sur les actions émergentes, en particulier la Chine, avec la réouverture de ce pays qui était sous cloche sanitaire depuis un certain temps. Enfin, on l'a vu, dans l'intérêt sur les obligations indexées sur l'inflation peut toujours être assez constructif dans un portefeuille. Parce que l'histoire n'est peut-être pas complètement finie et peut protéger certains scénarios de risque, et parce qu'elle offre également un peu de portage compte tenu du niveau des indices que nous aurons encore, surtout sur 2023. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouveaux points en direct des marchés sur OFI Invest AM, et toujours là pour vous accompagner sur vos investissements et votre épargne. Bonne journée à tous.